moi, je peux prendre la chose sur deux volets. Je donne par exemple l'exemple de l'Ivoirienne et Yao. Cette dame n'enseigne rien de bon parce qu'elle est dans la dépravation totale. C'est des gens qui ont un temps soit peu détruit nos mœurs parce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes une éducation digne du nom pour le transmettre à la nouvelle génération. Mais par contre, il y a d'autres influenceurs et des influenceuses qui disent des choses positives que les gens peuvent prendre au sérieux. Mais dans l'ensemble, les gens ont pensé un temps ça peut que le 21e siècle est un siècle de la dépravation, où les gens n'ont pas eu le sens de l'éducation. Parce que l'éducation africaine est l'original. Bon, on dit souvent enfant et non avoir mimlan, tu comprends un peu. Sur quelqu'un, c'est-à-dire moi, selon moi, c'est ce que le vœu te montre en fait. Même si ils font ci, ils font ça, toi tu ne sauras pas. Mais celui avec qui tu as vécu, tes proches, tes cousins, dans le même quartier, ce que tu as vécu ensemble, au moins tu peux passer ce genre de personnes. Entre le leur dire, et hier, mon fils, tu vois, il a fait par ici, il a pris par ici, que s'il a fait pour évoluer, c'est s'il a fait ci. Les influenceurs, ils ne montrent jamais ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. Ils te montrent juste à l'étape qu'ils sont. Donc imagine, ils te disent que c'est ça ils ont fait, toi tu ne vas pas croire. Mais quelqu'un qui te dit, quelqu'un qui a vécu dans ton milieu de vie ainsi comme que toi, au moins toi tu peux, même si tu ne connais pas à 100% de quelque chose de lui, au moins dans 70% tu peux connaître quelque chose qu'il a fait. Mais les influenceurs, ils te montrent juste les résultats, toi tu ne connais rien. Donc je ne pense pas qu'il faut suivre les influenceurs en fait. Ceux qui parlent de sexe, des trucs bizarres là, moi j'aime pas les suivre. Mais j'aime ceux qui font les vidéos cachées et après ils reviennent pour faire le social. Je suis ce genre de personne. Il y a d'autres qui donnent les astuces sur la santé. Je les suis. Et aussi, bon, quelques-uns qui font des comédies. Quand on va parler de l'homosexualité, où vous voyez sur TikTok deux garçons qui s'embrassent, bien deux femmes qui s'embrassent. C'est des choses à condamner, c'est des choses contre nature, qu'on ne doit pas admettre en Afrique. Parce que Dieu qui a créé l'homme et la femme, Dieu sait pourquoi il a créé l'homme, il sait pourquoi il a créé la femme. Et vous allez voir quand on va vers la Bible, quand Dieu a créé Adam, le temps où il a créé Adam, il a créé Ève, Adam a dit, et maintenant, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mon os. Une femme qui va aller vers une femme, un homme qui va aller vers un homme. Quel enseignement on peut en tirer de ça? Donc, quand on voit dans l'ensemble ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Et la majorité va dans la dépravation. Et ça détruit nos mœurs, nos cultures. Nous sommes africains, nous devons garder notre dignité, notre originalité. Souvent, ceux dont moi je suis les vidéos là, c'est les Nigériens. Parce que c'est ceux qui sont dans le social. Parce que tu vas voir les trucs qui montent, c'est vraiment des vidéos sensibles. Donc si moi j'aime suivre ce genre de personnes, parce que ça m'intéresse. Mais si on interdisait, les enfants qui n'ont pas reçu l'éducation digne vont penser que nous sommes en train de les priver de ce qu'ils sont en train d'aller chercher. Mais je souhaiterais que l'enfant aille à la découverte pour qu'il puisse faire la distinction de ce qui est mauvais et ce qui est bon. Parce que plutôt l'enfant connaît, maîtrise ce que vous l'enseignez, et quand il va aller faire la découverte demain, ailleurs, il va dire, ah ça là je constate depuis la maison. Il saura comment s'y prendre. Et ceci, il faut sur quelqu'un, il faut sur apparemment ses parents, celui que tu connais mieux de sur ses parents ou bien celui qui vient au même milieu que toi, quoi. Les influenceurs, tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qu'ils te vendent, c'est ce qu'eux veulent, ils te montrent en fait. Et du moins, nous sommes dans une politique, n'est-ce pas, d'une scolarisation universelle. Nous voulons que tous les enfants puissent aller à l'école. Aller à l'école et apprendre, n'est-ce pas, ce qui doit être appris pour être citoyen et un bon citoyen demain. Alors, il faut également prendre
les dispositions qu'il faut pour donner la chance à tout le monde d'aller à l'école. Déjà, c'est gratuit. C'est-à-dire que pour aller à l'école aujourd'hui, à la maternelle et au primaire, on ne paie rien. Okay, mais du fait que l'on n'a même pas l'argent d'acheter le sac d'écolier, d'acheter le cahier, d'acheter le stylo, l'enfant peut rester à la maison. Alors, il faut également accompagner, n'est-ce pas, les parents de ces milieux-là qui ont des difficultés, d'où cette politique-là de kit scolaire, n'est-ce pas. L'État en fait, il y a des partenaires techniques et financiers, il y a des ONG, il y a des fondations, il y a des gens de bonne foi qui nous approchent et qui nous disent « Ok, nous allons vous aider à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, aller à la rescousse des populations vulnérables. » Vous l'avez dit, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des gens vulnérables dans notre pays. C'est vrai que dans l'ensemble, nous travaillons pour que cela puisse diminuer. Mais la vie étant ce qu'elle est, il y aura toujours des gens qui auraient besoin des autres. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Bénin, on ne sauve plus les années scolaires. Tout le monde sait qu'aujourd'hui au Bénin, l'école publique, n'est-ce pas, a regagné, n'est-ce pas, la confiance des populations. Nous avons des années scolaires normales. Voyez-vous, c'est rare de retrouver, observer la région, la sous-région, c'est rare de trouver des pays où la rentrée scolaire se fait en septembre. Et l'année scolaire se déroule normalement sans accroc. Même en période de Covid au Bénin, nous n'avons pas eu d'année blanche. Nous avons juste fait de prorogation de 2 ou 3 semaines seulement pour l'organisation des examens. Et la rentrée qui a suivi, on a démarré en septembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la confiance est là. L'école béninoise, aujourd'hui, se porte beaucoup mieux. Je dirais à la limite, se porte très bien. Notre défi à nous tous, c'est de travailler pour qu'il en soit ainsi et pour toujours. Qu'il n'y ait pas de raison de justifier pour dire il faut encore revoir des choses pour que des gens, n'est-ce pas, abandonnent, des gens, n'est-ce pas, disent on va renvoyer les examens à plus tard. Non. Nous avons atteint un niveau aujourd'hui où vraiment notre école mérite respect. Bientôt, d'ici à septembre, vous allez constater aussi, nous sommes en train de travailler pour la digitalisation et la numérisation même du processus enseignement, apprentissage, évaluation. Pour que, au-delà de ce que les parents aujourd'hui, n'est-ce pas, de chez eux, ils peuvent avoir les résultats de leurs apprenants, de chez eux, ils peuvent avoir les relevés de notes, de chez eux, ils peuvent avoir des informations sur eux. Au-delà de ça, même ce que l'enfant, ce qu'on enseigne à l'enfant à l'école, ce qu'il a appris à l'école, le parent déjà à la maison peut, n'est-ce pas, savoir ce qui se fait. Voyez-vous. Donc, il y a une évolution significative qu'il faut pouvoir saluer. On ne change pas la dynamique. Au-delà de ce que l'on dit généralement, qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est une dynamique que nous avons amorcée depuis 2016. Voyez-vous tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui comme résultat. Je ne sais pas de quelle espèce ou de quelle nature on pourrait pour dire que non, c'est n'importe quoi, c'est des leurres. Non, c'est visible tout ce que nous avons dit là. Que ce soit la question d'infrastructure, que ce soit la question de cantine scolaire, que ce soit la question des résultats scolaires, que ce soit la question même de la gestion de l'année scolaire en bonne et due forme, que ce soit même la question de l'école béninoise aujourd'hui, cela crève l'œil. Que nous sommes dans une dynamique, n'est-ce pas, salutaire. À l'intérieur, c'est saluer. À l'extérieur, c'est saluer. Mon message, c'est que nous gardons et nous maintenons le cap. On ne change pas de dynamique. Depuis son élection à la tête de notre pays, le Bénin, le chef de l'État n'a cessé jour après jour de montrer son engagement sans faille à faire de notre pays, le Bénin, un pays économiquement prospère et stable. Tout en félicitant le président de la République, Patrice Talon, pour ses différentes œuvres en faveur de la population béninoise et de la communauté musulmane, avec l'amélioration des conditions d'organisation du pèlerinage musulman, Ibrahim Ousmane n'a pas manqué de réaffirmer le soutien indéfectible de tous les collèges. Nous, imams centraux du collège des imams de l'Atlantique et du littoral, avec toute la communauté musulmane, avons décidé d'invoquer Dieu pour, d'une part, le remercier pour avoir fait échouer cette tentative de coup d'État. Et d'autre part, pour qu'il continue de veiller sur notre pays, le Bénin,
sur le chef de l'État et sur son gouvernement. اللهم إنك تعلمهم فأهلكهم وامحو وقتهم من الأرض سربالهم بسربال الهوى وقمصهم قميص الذل والخسران. Je ne peux jamais oublier cette phrase. Plaise à Dieu qu'aucun pain de sang ne nous éclabousse. Le chef de l'État, jusqu'à ce qu'il descende, n'aura aucun revers de médaille. En ce jour, nous faisons une prière pour notre pays et nos chefs d'État. Je voudrais dire deux choses. La première chose, je voudrais souhaiter beaucoup de courage au chef de l'État. Là où il est, je ne vais pas être là. Et quand on se sent trahi, c'est quand même difficile à supporter. Et donc, moi, je vous souhaite du courage. Deuxième chose que je veux dire, c'est que, avec les informations que nous avons de part et d'autre, et en attendant que la justice ne se prononce, je pense que il ne faut pas que le travail que le président a pu faire s'arrête. Dans de pareilles circonstances, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Implorer Allah pour avoir épargné notre pays de ce grand malheur qui pourrait s'abattre sur l'ensemble du peuple. Avec la prière que vous venez de faire ce matin, pour demander à Dieu de continuer davantage à protéger notre peuple et de protéger notre leader, le président, son Excellence Patrice Talon. Nous lui demandons de continuer sa mission républicaine. Le reste, la prière et la spiritualité s'en chargent. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux, dont la miséricorde se manifeste aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là, en train de le louer, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le Bénin, qu'il continue de faire pour le Bénin, qu'Allah continue de nous garder tous dans la paix, qu'Allah protège notre Excellence, le président Patrice Talon, qu'Allah protège sa petite famille, sa grande famille, qu'Allah protège tous les Béninois, nous tous, parce que sa mère sur nous, nous devons nous rendre grâce, nous devons aussi confesser, parce que nous nous égarons souvent, nous avons des pensées malsaines à l'endroit de notre président, à l'endroit de notre pays. Je voudrais inviter tous les peuples béninois à rester en union de prière pour dire que quand nous avons un pilote qui a décollé et qui est dans l'avion, l'avion ne fait pas marche en arrière. Nouveau coup dur pour les Nigérians. Le prix de l'essence augmente pour la deuxième fois en un mois. Cette semaine, une hausse de 16% a fait grimper les prix à la pompe dans les stations-service. Le mois dernier, une augmentation de 45% avait pourtant déjà frappé. Le Congrès du travail du Nigeria, un des principaux syndicats, s'est dit consterné et appelle à l'annulation immédiate de la hausse. En cause, la suppression par le président Bola Ahmed Tinubu de la subvention sur le carburant qui maintenait les prix bas de manière artificielle. Résultat, pour la première fois en 30 ans, l'essence est vendue au prix du marché. C'est un nouveau coup porté à la population nigériane qui traverse sa pire crise économique en 20 ans. Les réformes du président, censées assainir les finances publiques et attirer les investissements à long terme, ont fait plonger le pays dans l'inflation qui dépasse désormais les 30%. Au Rwanda, l'épidémie de fièvre de Marburg est sous contrôle. Jeudi, le directeur de la principale agence de santé publique d'Afrique a indiqué que les interdictions de voyager dans ce pays d'Afrique de l'Est ne sont pas nécessaires. Le Rwanda a déclaré l'épidémie le 27 septembre et jusqu'à présent, le pays a enregistré 13 décès. À ce jour, il n'existe aucun vaccin ou traitement autorisé contre la maladie de Marburg, semblable à Ebola.
La semaine dernière, le Rwanda a reçu 700 doses de vaccins à l'essai du Sabin Vaccine Institute basé aux États-Unis pour les travailleurs de santé et les intervenants d'urgence, ainsi que les personnes qui ont été en contact avec des cas confirmés. Depuis plus d'un an, le Soudan est plongé dans une guerre civile qui a coûté la vie à plus de 14 000 personnes et provoqué le déplacement de dizaines de millions d'autres. Parmi les régions les plus touchées par le conflit, il y a le Darfour, déjà en proie à des violences depuis 2003. Les combats au Darfour sont féroces, intenses et affectent les enfants dans toute la région et même dans tout le pays. Depuis le mois d'avril, environ 150 enfants ont été tués. De nombreux autres ont été blessés. Au Darfour et dans les autres régions du pays, environ 14 millions d'enfants font face à un besoin urgent d'aide humanitaire. La quasi-totalité d'entre eux ont été déscolarisés. Près de 9 millions d'enfants sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et à un manque d'accès à l'eau potable. Nos enfants, ces 6 jeunes enfants, n'ont pas commencé cette guerre. Ce ne sont pas eux qui mènent cette guerre ou qui en sont responsables, mais ce sont eux les victimes. Dans les régions du pays affectées par le conflit, les hôpitaux sont hors service et les systèmes d'accès à l'eau sont endommagés ou complètement détruits. La Tunisie reçoit les Comores ce vendredi en 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au stade Amadi Agrebi de Rades. Face à la presse en veille de match, le sélectionneur des Aigles de Carthage, Fawzi Benzarti, semblait peu serein. Je sens que tout va bien. J'ai l'impression que tout va dans le bon sens. J'espère que nous pourrons gagner notre match. J'ai beau travailler, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps pour terminer mon travail. L'équipe nationale n'est pas un club. 3 ou 4 jours ne suffisent pas pour faire le travail. La dernière fois, nous avons eu des difficultés à faire en sorte que nos messages parviennent aux joueurs. Ce n'est pas facile. Mais malgré le temps, nous avons pu communiquer avec eux. C'est pas du tout facile. Alhamdoulilah, la dernière fois, malgré les pilotes, on a réussi de changer le message à En face, le sélectionneur Stéphano Cousin des Sélacantes de Comores n'est pas venu en victime résignée, même s'il reste modeste. C'est un état d'esprit toujours positif, parce que nous, on est dans un projet de renouvellement de l'équipe. Quand j'ai pris l'équipe il y a 1 an en arrière, c'était une équipe qui était assez vieillissante, qui venait d'une non-qualification à la CAN. Donc la fédération avait donné comme mission de reconstruire, de prendre des jeunes et de faire une équipe compétitive pour le futur. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, et justement des matchs comme celui de demain soir, pour nous ce sont des matchs qui sont très importants parce que ça nous permet de jouer contre les meilleurs. C'est seulement quand on joue contre les meilleurs qu'on peut comprendre à quel point on est bon. Le match retour est prévu mardi au Félicia d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où les Comores ont décidé de recevoir, faute de stade homologué. Renforcer le dialogue et la consultation pour sortir de l'impasse politique en Libye. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies a réitéré son appel lancé aux forces armées extérieures et aux mercenaires pour leur retrait définitif de la Libye. Dans son allocution à la tribune des Nations Unies, Dai Bing a invité la communauté internationale à œuvrer pour le retour de la sécurité et la stabilité. La reconstruction pacifique de la Libye se trouve maintenant à un stade critique. Et la promotion de la transition politique est une étape importante pour assurer la paix et la stabilité à long terme. La Chine appelle toutes les parties à continuer à respecter le cap fixé pour un accord politique. Le représentant de la Chine est également revenu sur l'importance pour la Libye d'avoir le contrôle sur ses revenus pétroliers. Rafael Nadal a annoncé jeudi sa retraite internationale. Le tennisman de 38 ans vise le Final 8 de la Coupe Davis à Malaga, prévu du 19 au 24 novembre prochain, comme le dernier tournoi de sa carrière professionnelle.
L'Espagnol a remporté 92 titres, dont 22 en Grand Chelem, au cours d'une époque sans précédent qu'il a partagée avec ses rivaux du Big Three, Roger Federer et Novak Djokovic. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Mallorquin a indiqué que sa décision était liée à des problèmes de blessures persistantes. C'est la fin d'une aventure extraordinaire débutée il y a 20 ans, après son premier sacre en Coupe Davis, alors qu'il n'avait que 18 ans. L'homme 14 fois vainqueur de Roland-Garros tire alors sa révérence après une si riche carrière. Jeudi, Rafael Nadal a ému le monde du tennis dans son ensemble. L'Organisation maritime internationale exhorte les professionnels du secteur à redoubler d'efforts en vue de la réduction de l'empreinte carbone. Le transport maritime a longtemps été parmi les mauvais élèves de la protection environnementale et le secrétaire général de l'OMI interpelle. Ce que je constate, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire, que les fruits de l'effort sont à portée de main. Et si tout le monde prend des mesures dans ce sens et les intègre, parce que nous calculons les émissions mondiales du transport maritime, nous continuerons à avoir une diminution de la norme des niveaux mondiaux. Afin d'atteindre l'objectif de zéro carbone d'ici à 2050, Arsencio Dominguez a proposé des solutions qui riment avec la taxation des pollueurs. Je n'appelle pas cela une taxe, je sais que c'est une façon de l'appeler. Certains parlent de taxe ou de prélèvement parce que c'est compréhensible. La terminologie est compréhensible. Mais ce que nous développons actuellement, et cela a été convenu dans une stratégie de l'année dernière, et c'était l'accord et l'objectif fixé par les États membres, c'est que nous développons des mesures techniques et un mécanisme de tarification. Les mesures techniques sont donc une norme d'intensité des carburants qui va plafonner les émissions de gaz à effet de serre pour les différents types de carburants et qui va de pair avec un mécanisme de tarification qui va soutenir la transition. Selon l'OIM, d'autres secteurs de l'économie mondiale ont fait des progrès en matière de décarbonisation, comme l'électricité et les transports terrestres, mais le transport maritime propose très peu. La Turquie évacue ses citoyens du Liban, alors que le conflit entre Israël et le Hezbollah s'intensifie. Des milliers de personnes ont embarqué sur un navire de la marine turque pour un voyage de 10 heures vers Mesrine, dans le sud de la Turquie. C'est indescriptible. Ils ont bombardé la rue en dessous de notre maison. À partir de ce moment-là, c'était fini pour moi. J'ai dit que je ne voulais plus rester à Beyrouth. J'espère que cette guerre se terminera bientôt, car nous avons laissé notre famille là-bas au Liban. J'ai laissé mon mari là-bas, donc j'espère revenir bientôt. La semaine dernière, l'Iran a tiré près de 200 missiles sur Israël après que le pays ait intensifié ses frappes aériennes au Liban. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a promis une riposte, malgré les appels à la prudence des États-Unis adressés au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Du côté de Gaza, Israël poursuit ses bombardements. D'après le porte-parole des forces de défense israéliennes, l'offensive à Jabalia, à l'extrémité nord de la bande de Gaza, vise à empêcher le regroupement du Hamas. Selon les autorités palestiniennes, le nombre de morts ne cesse de grimper. Il dépasserait plus de 42 000 personnes, civils et soldats confondus.